Une France pour rebâtir le monde, c'est ce qui est écrit sur votre affiche. Mais que voulez-vous dire par là? Eh bien, en écrivant cette phrase, j'ai pensé à un discours du général de Gaulle, prononcé à Alger en 1943, je crois à l'Alliance française. De Gaulle dit « La France est grande si elle est exemplaire ». Et bien entendu, il pense à la France libre, exemplaire pour les autres. Elle combat. Elle est au premier rang du combat pour la justice. Mais pour être grande, elle doit aussi être terre d'accueil. Elle doit aussi accueillir en elle-même les influences, les idées de l'extérieur. Et c'est une France creusée, une France catalyseur, qui se définit ainsi, une France pour rebâtir le monde, différente d'une France qui ne veut pas rebâtir le monde, qui est l'autre partie, qui est une France frileuse et égoïste. Pour moi, cette France qui rebâtit le monde, c'est, dans la période récente, c'est celle des pastoriens, c'est celle des amis de Louis Pasteur. C'est la France de Calmette, c'est la France d'Alexandre Yersin, c'est la France de tout un groupe de médecins, de tout un groupe de chercheurs, pour qui bâtir la santé publique, donner la santé publique dans les pays tropicaux, était lié à l'idée de bâtir le paysage, de bâtir l'économie, que santé et économie étaient une seule et même conception. C'est cela pour moi une France qui bâtit le monde. Alors, on a mis aussi sur cette affiche Sully, Colbert, Jaurès, De Gaulle. Et certains disent, vous confondez tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ce sont des gens d'opinions différentes. Il est vrai, ce sont des gens qui, pris un à un, ont des opinions différentes, viennent d'époques différentes. Mais ils ont en commun une chose, d'être bâtisseurs de nations. Ce sont des gens qui ont pensé à la France comme un pays où chaque être humain doit développer ses pouvoirs créateurs, développer sa capacité de connaître, de comprendre, d'intervenir dans les affaires publiques, et doit aider dans les autres pays, les autres, à faire la même chose. Ça, c'est une France pour bâtir le monde. C'est la France de ce nouveau plan Marshall que je préconise, à la fois vers l'Est et vers le Sud. Alors, quelle Europe voulez-vous construire? Eh bien, certainement pas l'Europe de Maastricht, car elle se détruit elle-même. Il y a 5 critères d'austérité, et pas 3, comme on dit souvent, et ces 5 critères d'austérité sont inapplicables. Un seul pays aujourd'hui les remplit, qui n'est pas tout à fait un pays, qui est une sorte de grande banque, qui est le Luxembourg. Les autres pays ne parviennent pas à les remplir. Pourquoi? Parce que y aller, les accepter, c'est à s'appliquer à soi-même une telle dose d'austérité qu'on détruit la substance, la texture des pays. Alors certains disent oui, mais on peut tricher, on peut feindre, on peut dire on les applique sans les appliquer. Moi je suis tout à fait contre cette hypocrisie et je pense qu'elle n'a pas lieu d'être. Il faut faire une autre Europe, la vraie Europe, celle d'un plan Marshall, d'un vrai plan Marshall, orienté vers les pays de l'Est, vers l'ensemble Eurasie, et vers le Sud, vers l'ensemble Afrique, qui soit une Europe opposée à celle de la rente financière, à laquelle consent au contraire l'Europe de Maastricht. Alors, cette nouvelle Europe, cette Europe du plan Marshall, eh bien, pour la faire, il faut que l'État reprenne en main l'émission de crédit et de monnaie. Et pour ce faire, il faut abolir l'autonomie de la Banque de France, par exemple, dans notre pays. Il faut aussi recréer une politique de planification indicative, mais qui soit une ardente obligation, comme dans les années 60. Alors on me dira oui, mais vous pensez qu'il faut faire une Europe franco-allemande. Et l'Allemagne n'acceptera pas cela, parce que l'Allemagne tient à sa Bundesbank plus qu'à tout. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai parce qu'en Allemagne, on commence à avoir peur de ce qui se passe dans les pays de l'Est. Et on voit que ces pays de l'Est pillaient près de 40 milliards de dollars l'année dernière, 30 milliards de dollars auparavant, 70 milliards de dollars sont sortis des pays de l'Est, qui ont été littéralement pillés encore une fois, et ces pays s'affaiblissent, en particulier la Russie. Et en Russie, il y a un mouvement de rejet de cet ordre financier, de cette politique financière, qui peut tourner très mal, qui peut tourner un État agressif, un pinochettisme russe, un régime à la Pinochet en Russie. Donc comment échapper à cela? Et l'Allemagne doit le savoir. Ou bien, comme l'ont dit certains sociodémocrates allemands, c'est un plan Marshall vis-à-vis des pays de l'Est, ou bien c'est la continuation de l'ordre monétariste, de l'ordre financier, auquel participe la Bundesbank, et alors on crée les conditions d'une crise très grave en Europe. Donc je crois que les dirigeants allemands auront peut-être le sentiment que pour s'en sortir, il faut faire ce plan Marshall. Et alors, nous autres et les Allemands devons le faire ensemble. Car la France ne peut pas le faire seule. Et si la France le faisait seule, elle se condamnerait à une sorte d'isolement qui ne peut pas être le fondement d'une politique. Donc il faut que la France convainque les autres, développe chez les autres la même lucidité que chez elle, si le nouveau président de la République est lucide. Y a-t-il vraiment une nouvelle entente cordiale avec l'Angleterre? Eh bien oui, mais je dirais plutôt avec Londres et la Cité de Londres, qui est autre chose que l'Angleterre. C'est plutôt avec ses intérêts financiers
qui constitue la Cité de Londres, qu'il y a cette entente cordiale de la France. Pourquoi? Parce que la France a accepté, les dirigeants français ont accepté, la direction du Trésor, la Banque de France, ont accepté un ordre monétariste qui est défini à Londres. C'est la Tribune de l'économie qui le dit, ce n'est pas moi. La Tribune de l'économie du 17 novembre 1994, tous les chemins de la finance mènent à Londres. Qu'y a-t-il à Londres? Il y a la première place mondiale pour l'échange de devises, la première pour les marchés des actions étrangères et la première pour les obligations. Donc c'est là qu'est un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est celui qui gère le système actuel de spéculation insensée, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, sur les produits dérivés, sur les taux d'intérêt, sur le trafic de drogue, sur l'immobilier. C'est là que le centre se trouve et qu'une conception du monde dans laquelle on pense profit financier, c'est-à-dire acheter bon marché, revendre cher, et avoir le maximum d'argent dans le temps le plus court possible. C'est là que cette conception se trouve. La nôtre, celle de l'Europe, celle de la croissance, celle du développement, celle de l'économie physique, productive, est au contraire celle de l'accumulation de capacités de produire grâce à un socle, à une base d'infrastructures, de ponts, de ports, de routes, de voies ferrées à grande vitesse, qui permettent de tracer la piste, je dirais, du décollage. C'est comme quand un avion doit décoller, il faut tracer d'abord une piste. Et cette piste, c'est l'infrastructure. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, la France, au lieu de cela, a une politique de compromission aujourd'hui avec Londres. Tantôt elle essaye d'équilibrer ce qu'elle fait avec l'Allemagne parce qu'elle entend faire avec Londres. Tantôt elle va plus loin, elle se rapproche de Londres, notamment en matière militaire. Tout cela est extrêmement dangereux et avec moi, il n'y aura certainement pas d'entente cordiale avec la City et avec Londres. Quelle est votre politique pour le Proche-Orient? Eh bien, c'est là aussi la paix par le développement économique mutuel. Prenez les gens de Gaza qui ont un très faible niveau de vie. Eh bien, la paix pour eux doit être un meilleur sort. C'est la voirie, c'est le tout à l'égout, c'est une infrastructure urbaine, c'est l'éducation, c'est tout ce qui permet d'avoir l'espérance. Eh bien, on ne la donne pas. On n'est pas en train de la leur donner. On a promis 750 millions de dollars l'an dernier pour les territoires, ce qu'on appelle les territoires, et ils n'ont reçu que 250 millions de dollars. Avec ça, on ne peut pas faire la paix. Et je crois que la France, l'Allemagne, et aussi les États-Unis, bien sûr, ne font pas ce qu'ils doivent pour assurer cette paix. Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour Rabin, pour Pérez, pour Arafat, qui ont tenté cette paix, que les dirigeants actuels des pays occidentaux. Je pense que cet effort doit être fait pour aider ces gens qui sont parmi ceux que j'admire le plus aujourd'hui sur la scène politique officielle mondiale. En outre, il faut ce que Shimon Peres a toujours voulu, et que moi-même ai discuté avec certains Israéliens, que Lyndon LaRouche également a discuté depuis longtemps avec des Israéliens, des Irakiens et également des Égyptiens. Il faut une politique de paix par le développement mutuel dans cette région. Cela veut dire, à terme, comme à longe, l'eau, amener l'eau. Et Shimon Peres a cette conception de l'eau par le nucléaire, par des centrales de dessalement utilisant éventuellement l'énergie nucléaire. C'est également l'eau pour le désert, donc faire reverdir le désert. Et c'est aussi tracer une infrastructure, une artère de vie autour du canal qui va de la Méditerranée à la mer Morte et de l'autre canal qui va de la mer Morte à la mer Rouge. Voilà ce qui doit permettre à terme ce développement de toute la région. Et c'est dans ce développement qu'est l'avenir. Et c'est à cela que nous devons travailler un peu plus en Europe. Que peut-on faire pour l'Algérie? Eh bien, soutenir ceux qui veulent la paix et pas ceux qui veulent la guerre. Nous devons faire tous les efforts que nous pouvons en tant que Français pour venir à l'aide de ceux qui, à Rome, à Sant'Egidio, ont tenté de jeter les bases d'une paix par l'intérêt mutuel, c'est-à-dire les républicains, les démocrates en Algérie, les vrais, et les patriotes islamistes. Cela forme un groupe qui, pour moi, est la chance d'avenir dans le pays, la seule, il n'y en a pas d'autre. Donc, il faut cesser de livrer des armes à la direction actuelle de l'Algérie, qui est une direction militaire corrompue, qui, à mon avis, est pour le pays un facteur de guerre aujourd'hui. Il ne faut pas soutenir ces gens-là, simplement. Il faut aussi dénoncer, de l'autre côté, ce que sont certains milieux du FIS et le GIA, c'est-à-dire des terroristes qui ne pratiquent pas l'islam, qui sont une sorte de groupe dévoyé de gens sous l'influence de toutes sortes d'agences de renseignement. Il faut être ferme et dur avec ces gens-là. Mais il faut aussi une porte de sortie économique. Nous ne devons plus du tout faire la politique du Fonds monétaire international là-bas. Au contraire, il faut que l'Algérie soit le cœur dans le Maghreb
de la branche sud du plan Marshall, c'est-à-dire d'une politique de développement de l'ensemble de la région. Et là aussi, comme au Proche-Orient, il faut faire reverdir le désert. Enfin, il y a quelque chose qui me paraît fondamental sur le plan de la culture. C'est d'encourager ou de revenir à ceux qui ont mené dans l'histoire de l'Algérie une réflexion autour de la conciliation entre islam et république. Il s'agit essentiellement d'Abdelkader et de Ferhat Abbas, ou, côté Maroc, de Ben Barka. Ces gens-là doivent être relus, leurs idées doivent être revécues, et je pense qu'en Algérie, obscurément, peut-être sans toujours le savoir, la majorité du pays veut aller dans cette direction. Soutenons-la. Pensez-vous qu'il faille redéfinir la politique africaine de la France? Oui, certainement et totalement. Il ne faut plus de ces clientélismes identifiés au nom de Charles Pasqua. Il faut une autre politique, qui soit une politique de développement de ces pays, pas de constitution de groupes ou de réseaux. Il faut autre chose. Pour moi, c'est le plan Marshall, le nouveau plan Marshall vis-à-vis de ces pays. Et c'est désenclaver, c'est-à-dire faire que des régions d'Afrique qui aujourd'hui ne communiquent pas puissent communiquer entre elles pour se vendre des produits. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui produisent des biens alimentaires et à 400 km, il y a des gens qui en ont besoin. Eh bien, ils n'arrivent pas à communiquer et la vente ne se fait pas. Il faut aller acheter ailleurs. Donc il faut changer cela. Il faut aussi prévoir des réseaux à la fois qui vont à l'intérieur mais également intercôtiers. Jusqu'à maintenant, les chemins de fer ont été faits pour piller les ressources. Il faut faire des chemins de fer pour développer l'intérieur du pays. C'est différent. Alors on me dira, vous rêvez, c'est une utopie. Eh bien, pas du tout. À la fin du XIXe siècle, Gabriel Hanotaux, qui était un homme qui avait travaillé avec Gambetta dans la République, Gabriel Hanotaux avait tout un plan pour cela. Et je veux vous lire ce qu'il disait dès cette époque-là. En Afrique, disait-il, il faut un chemin de fer qui soit le véritable conquérant, et il envisageait 3 tracés d'une ligne transsaharienne, dès cette époque-là. À l'est, une liaison Bizerte-Brazzaville, par Bougrara, Gadamès, Rat, Belma, le lac Tchad, Songa et le Congo. C'était le projet de M. Bonnard, un ingénieur. Au centre, il y avait une liaison prévue, Biskra, Ouargla, Assiout, lac Tchad, et j'en reparlerai. Rejoignant la précédente, c'était le projet de M. Le Roland. Et il y avait enfin à l'ouest un tracé sud-oranais, Tombouctou, visant à unir le Sénégal et l'Algérie dont nous parlions tout à l'heure. Et Hanotaux dit, c'est la conception d'un profit qui est un profit infrastructure, qui permet le décollage, et pas celle du profit butin à l'anglaise, pas du profit pillage. Alors c'est cela qu'il faut en Afrique. Et je crois que symboliquement, il y a un projet qu'on doit faire très vite, c'est celui de la revitalisation du lac Tchad. Ce lac faisait environ, avant les années 70, 20 000 km². Il est descendu jusqu'à 2000 km². Donc il faut ramener l'eau. Il y a une politique d'urgence qui est de sauver et nourrir les populations qui subissent la sécheresse. On le voit dans tout ce qui est dit ou dans tous les rapports qui sont faits sur cette région-là, sur le Tchad. Il y a ensuite de redonner de l'eau, faire des barrages, par exemple, en avant de Bangui, pour que le Tchad soit revitalisé, le lac. Ensuite, il faut recréer un réseau hydrographique, c'est-à-dire refaire que l'eau, cette fois-ci, de manière organisée, parvienne là-bas et qu'on exploite là où l'eau arrive, c'est-à-dire qu'on fasse une véritable politique de poldérisation autour du lac, c'est des terres très riches, et qu'on évite ainsi l'ensablement. Enfin, là-bas, il faut redonner à l'ensemble une vision de croissance, une vision de développement. C'est-à-dire que le lac Tchad soit un peu un foyer qui rayonne autour pour le développement. Ça, c'est le type de politique qu'il nous faut absolument aujourd'hui en Afrique. Et cela change complètement la logique actuelle, parce qu'il ne s'agit pas d'une logique soit de pillage, soit de grande exploitation, mais il s'agit d'une logique dans laquelle les habitants de la région participent aux travaux, participent au développement et ainsi deviennent partie prenante. Et cela, c'est la vraie base de la démocratie en Afrique, la vraie base de la démocratie par le développement. Pourquoi tant parler de politique étrangère dans une campagne électorale française? Parce que politique intérieure et politique extérieure doivent être cohérentes, comme De Gaulle le savait et le voulait. Si on ne le fait pas, on se condamne à l'impuissance ou à pire encore, comme en Bosnie.